Chers amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, nous avons ainsi l'honneur de recevoir en Tunisie, à Hammamet précisément, l'immense, le grand acteur, producteur aussi, un homme de théâtre, de cinéma, de stature internationale, un grand ami de l'Orient en général, de la Tunisie en particulier, du Maghreb, Gérard Depardieu. Bonjour, monsieur Depardieu. Bonjour. Vous êtes ici à Hammamet, c'est un pays, la Tunisie est un pays... C'est un pays d'histoire. Carthage, Hammamet. Voilà, quand on dit Hammamet, on dit forcément aussi Carthage, on dit Hippone, on dit Saint-Augustin. On dit, oui, Annaba, Hippone, l'évêque d'Hippone, qui était élu par le peuple. Et vous avez fait beaucoup de lectures publiques sur les planches, aussi dans des basiliques, dans des temples et tout, Partout. de Saint-Augustin, notamment les Confessions. Vous avez particulièrement à cœur ce texte-là, les Confessions de Saint-Augustin. Les Confessions, c'est complètement étonnant, puisque c'était quelqu'un qui... Enfin, les Confessions vous aident à trouver la foi. Alors, la foi dans l'islam, chez les chrétiens, chez les schistes catholiques, où il y a plein de choses, y compris Saint-Augustin, on voit que c'est celui qui a permis à Luther et aux calvinistes d'exister. Enfin, il y a tout dans Saint-Augustin. Et puis, il y a aussi les religions juives. Enfin, c'est un peu comme dans le... Après Saint-Augustin, vous lisez le Coran, car, par exemple, Saint-Augustin, les manichéens, il a étudié avec les Grecs, les Aristote. Une chose idiote, c'est ce que l'Église n'a pas voulu reconnaître. Alors, monsieur Depardieu, tant que nous sommes dans ce registre de religion, de la foi, du mystique, quelque part, il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, je suppose qu'elle est vraie. Si elle n'est pas vraie, elle est bien inventée, en tout cas. Vous assistez à un grand concert d'Umm Kulthum en 67 à Paris à l'Olympia, la grande diva, et vous vous convertissez à l'islam. Et après, vous fréquentez 2 années durant la grande mosquée de Paris. Et après, vous en ressortez. Certains disent comme apostat, vous avez taxé d'apostat. Alors, la chanson ou l'art vous fait entrer en islam, et puis un imam vous en expulse. Non. C'est paradoxal un peu. Non, c'est pas. L'imam ne m'en a pas exclu. Ça commence par le français. Parce que je ne suis pas allé à l'école, j'ai eu la chance d'être éjecté, l'école n'a pas voulu de moi, l'Église n'a pas voulu de moi, le catéchisme, tout ça parce que venais d'une famille très pauvre et qu'il n'y avait pas d'argent pour payer. J'ai même pas été baptisé. Même pas été baptisé. Non, j'ai deux frères et sœurs qui ont été baptisés. Moi, non, on n'a pas voulu, on m'a même chassé du catéchisme. Bon, ça ne me touchait pas. J'étais, de toute façon, même si ma vie dans le livre, j'ai écrit le livre, où j'ai accouché ma mère de ma sœur, j'avais 7 ans, j'ai coupé le cordon, les 2 derniers frères, Franck et Eric, j'ai ouvert tout ça. Il y avait même eu une descente d'organes de ma mère, il y a 8-9 ans, j'ai remis tout dedans et j'ai pris des linges et j'ai serré. J'ai fait comme on fait à un animal, une chose. Donc, un peu comme ce qu'a fait Maïmonide quand il a appris la chirurgie, qu'il a vu ouvert des animaux, et c'était le grand philosophe. Voilà. Donc, j'ai donc appris le français. J'avais perdu la parole et j'ai retrouvé la parole parce que je fréquentais un cours d'art dramatique qui était de Jean Rocochet, qui lui m'a emmené chez un homme qui c'était le médecin de l'oreille et le langage, c'est-à-dire j'entendais trop et mon audition brouillait l'émission. Je ne pouvais pas m'exprimer. Et bien sûr, force était de constater que je ne parlais pas français véritablement. J'avais surtout des onomatopées. Et ce docteur Tomatis m'a fait une audiométrie et il a vu justement que j'avais une sélectivité auditive de 0 à 15 000 Hertz. C'est-à-dire, tu vois, on te fait entendre des sons, et tu lèves la main quand tu entends, là, et c'était des sons qui étaient que des animaux entendent, c'est-à-dire des ultrasons, des choses, et là j'entendais. Et donc ça brouillait l'émission. Parce que quand les hertz de la langue française, ça va de 500 à 1500 hertz. La langue arabe, ça va de 500 à 2000 hertz.
Et c'est pour la jota de l'espagnol. Donc c'est toute une chose, je suis resté avec eux 4 ans avec ces choses, et ça m'a donné une mémoire. Mais la chose de l'islam, c'est que j'ai appris le français avec M. Swami, qui habitait dans un HLM à Issy-les-Moulineaux, qui était handicapé, qui n'avait plus de jambes, et qui était professeur d'arabe littéraire. Et qui m'a donc appris le français et en même temps certaines subtilités de l'islam et du Coran. Et c'est lui qui m'a dit, tiens, tu devrais entendre Kalthoum, qui va chanter. Là, j'ai été voir, il connaissait l'environnement. Vous avez 19 ans à l'époque, je crois. Vous êtes allé Oui, c'est ça. Bon, J'étais, voilà, c'était en 67. Et là, Kalthoum était, il y avait des gens que M. Swami connaissait. Et puis j'ai rencontré cette femme, et surtout j'ai assisté à ce concert, qui n'était pas un chant. C'était comment dire, c'était presque une méditation où on était en méditation. Ça n'a rien à voir, c'est un peu comme le home tibétain. Enfin, toutes ces choses. Oui, le talab, un peu le nirvana. Oui, le nirvana, mais là, il y avait aussi, ce qu'il y a de beau dans les chants arabes, c'est toutes ces vibrations qui donnent et qui ouvrent l'esprit et le cœur et la spiritualité. Et c'est vrai qu'on l'entend, et j'entends moi aussi. Bon, il y en a une qui essaye, qui s'appelle, qui est libanaise. Mais c'est vrai. Férouz, oui, mais qui n'avait pas cette espèce de chose. J'ai entendu aussi chez Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, une femme âgée qui faisait ressembler à... Oui, mais quel est le lien de cause à effet entre le chant? Donc, je vois, vous avez des difficultés auditives, ou bien vous avez une perception poussée à l'extrême, et à travers Kalthoum, vous arrivez à atteindre la spiritualité. Donc, vous êtes entré en islam à travers un parcours initiatique spirituel. Mais Kalthoum est la spiritualité. De même que quand je chante, je fais le concert de Barbara, où j'espère le faire là à Hammamet. Barbara est une femme aussi qui a le choix des mots, la portée de ses mots, juste avec une note de piano, les gens vous amènent à la pleurs. De même que dans Saint-Augustin, les confessions, pourtant c'est traduit, mais la force des textes de Saint-Augustin, avec cette femme, sa mère, qui était une obsédée spirituelle catholique, alcoolique en même temps, Monica. Et puis, bon, c'est ce qu'il était. Les textes d'Augustin, vous les dites et vous les ressentez fort. Je l'ai fait avec Lustiger, qui ne revenait pas, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La cathédrale était pleine, mais moi c'est pareil, je ne savais pas. En plus, c'est difficile, le son dans une cathédrale, ça résonne. Et il y avait sur le parvis, il y avait 4 écrans, et sur le parvis, il y avait 4000 personnes, 3000 à l'intérieur. Lustiger dit, je ne comprends pas. Je lui dis, je sais pas. Ils écoutaient avec dévotion. Il était là, ils étaient surpris, ils écoutaient, tous ils écoutaient. Il pleuvait, ils étaient sous les parapluies, ils regardaient. Ils étaient sous leur parapluie, ils pleuraient sur le pavé, ils écoutaient. Voilà. De même qu'avec Umberto Eco, parce que là c'était André Mandouze. Umberto Eco, c'est en Italie, ça s'est passé? Oui, c'est à Bologne, à l'Université de Bologne. Il y a 15 amphithéâtres. C'est très bien que la lumière soit. Oui. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, vous disiez, j'ai eu la chance d'avoir été chassé très tôt de l'école. Oui. Pour les gens qui vous connaissent, oui, c'est une sacrée chance. Vous êtes quelqu'un qui s'est formé lui-même. Vous êtes un enfant des rues, un enfant de la vie dure, de la jeunesse aussi, de la prime enfance dure. Vous êtes venu un peu par les chemins de traverse, disons. Vous accompagnez notamment des filles, des jeunes dames, qui séduisaient, disons, les vieilles durant la guerre. Ça, oui. Et vous étiez un accompagnateur, pour ne pas dire autre chose. Macron, mais pourquoi pas? Non, moi, je n'ai pas dit. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça a forgé votre personnalité. Très jeune aussi, très jeune. Ça appartient à la vie. Alors, si je vous dis des choses, mon père et ma mère, on leur a volé leur histoire d'amour. Car le père de ma mère, qui était un chaud lapin, faisait l'amour avec la mère de mon père, qui était fils unique. Et quand ils se sont aperçus de ça, moi j'étais le 3e enfant, eh bien, pour ménager son mari, qui était mon père, le Dédé, qui était donc analphabète, un peu comme le prophète, qui savait ni lire ni écrire, qui
qui suintait son journal à l'envers. Donc, ma mère voulait, elle était enceinte de moi, elle voulait me faire passer. Donc, je me suis battu déjà avec des aiguilles dans le fœtus. Quand je suis né, j'étais une mauvaise herbe, mais comme c'était des gens qui étaient simples et intelligents, ils m'ont aimé. Ils n'ont pas voulu, donc, parce que pour ne pas blesser sa mère, ma mère, pour ne pas blesser sa mère, Suzanne, qui était une grande médium, qui soignait beaucoup qui soignait les gens, un peu des Raspoutines, quoi. C'était pas un médecin, mais elle faisait des impositions de main, et elle les soignait. Et ma grand-mère... Hypnose, quelque chose comme ça. Pas hypnose, c'est du médium. Il y avait le qui sortait, il y avait les veines, enfin bref, c'est une médium. Un peu. Et puis, la grand-mère paternelle, elle était jeteuse de sorts. C'était ce qu'on appelle les sorcières du Berry. Il y en a beaucoup en Berry, vous verrez ça dans les livres de Georges Sand, qui piquaient comme des statues du petit Albert, du grand Albert, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Kabbale. La Kabbale de la religion judaïque. Et on retrouve ça, parce que c'est des rites comme ça qui se sont faits. Donc il y avait deux, je suis né dans une ambiance de sorcier, je dirais, ce que j'ai pensé quand j'ai écrit, c'est un peu comme les Indiens, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique. Mais il n'y avait pas ces choses où le grand-père prend l'amour de leurs enfants. Et donc là, je me suis battu avec les aiguilles à tricoter, et j'ai donc survécu à ça. Et donc moi, ma vie, c'était de survivre. Et pour survivre, on ne peut pas survivre avec un air méchant. Surtout, quand on est émotif. Donc j'ai été caressé, j'ai été aimé, et dire qu'on a failli te tuer, on a failli te tuer. Et j'ai dit, ah oui, bon, ben voilà. Et puis, donc... Quelle est la relation de Kobayashi avec les GI, les filles de joie et tout? Les GI, c'était normal, c'est parce que c'était la survie. Moi, je n'ai jamais mangé... Vous savez, il y a des familles, parce que tout le monde me dit, tu as dû avoir une enfance terrible. Pas du tout. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse et libre. Car à 8 ans, j'étais dans les rues. Mais j'étais assez fort. À 8 ans, je regardais les lumières s'allumer dans les maisons. J'habitais dans une cité, c'était pendant la guerre d'Algérie. J'habitais dans une cité où il y avait des Algériens, des pauvres qui avaient servi l'armée française et qu'on maltraitait, qu'on donnait D'ailleurs, j'étais là. Voilà. Et donc, mais moi, je passais comme ça. Rien ne pouvait m'arriver. Rien. Quand j'étais à New York en 1975, on me dit qu'il ne faut pas traverser Central Park, c'est très dangereux. Il y avait effectivement beaucoup de drogue. Je traversais Central Park, et comme je n'avais pas peur, c'est les autres qui changeaient de trottoir. Et j'ai jamais éprouvé de peur. Vous êtes né sous une bonne étoile, disons, hein, parce que il y a quelque chose d'un peu de mystique dans tout ça. Hein, mais il y a surtout du mystique, comme il y en a chez tous les gens. Simplement, les gens ont leur part de mystique, ils l'arrêtent. Ils l'arrêtent avec des idées intellectuelles, ils l'arrêtent avec leur savoir. C'est pour cette raison qu'à 50 ans... Aussi, non, culpabilité, c'est autre chose. Oui. Non, c'est pour cette raison qu'après 50 ans, je me suis dit, mais quelle chance de ne pas être allé à l'école. Car je n'avais pas un professeur qui me montrait comment lire Marivaux, Molière, Musset, La Fontaine, et je l'ai découvert. N'empêche que Jean-Luc Godard, François Truffaut, Alain René démence le cinéma français. Blier aussi, vous avez été adopté par ces gens-là, qui vous vouaient un culte quand même, parce que votre culture, elle est universaliste, particulièrement dans le français classique. Oui. Avoir la chance avoir été à l'école, et en même temps maîtriser parfaitement la diction, la langue, les tournures grammaticales, l'imparfait subjonctif. On vous a vu dans Cyrano de Bergerac, c'était un rôle. Oui, mais la culture, c'est quoi? La culture, c'est pas ce qu'on apprend, c'est ce qu'on vit. La culture, ça s'apprend, ça se respire. Les vers, un alexandrin, la Grèce en ma faveur est trop inquiétée, de soins plus importants, je l'ai cru agité, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Ambassadeur du Monténégro. Hein? Vous êtes ambassadeur du Monténégro aussi. Oui, non, il vous aime faire ça, mais ça, je ne veux pas rentrer dans les politiques. On m'a prêté, je suis ami de beaucoup de chefs d'État, de beaucoup de gens, mais jamais je ne me mêle de leur D'accord, vous êtes ami de beaucoup de chefs d'État, mais pas des moindres. Vous êtes l'ami personnel
de Poutine. Oui. L'un des écoute, hommes les plus puissants au monde actuellement. c'est puissant, mais intelligent. C'est pas puissant parce qu'il fait peur. La puissance, c'est justement de ne pas faire peur et de suffisamment être intelligent pour contourner et puis pour faire mettre à genoux des imbéciles. Vous êtes citoyen russe depuis 2013, Oui. grâce à Poutine notamment. Grâce à Hollande, comme il m'a chassé là-dessus, je remercie cet abruti À de cause de Hollande. Hollande, disons. Grâce Abruti à de là, qui Poutine. j'ai téléphoné et je lui ai dit, parce que j'avais le numéro de l'Élysée, puisque avant je parlais à Chirac, je parlais à Sarkozy, je parlais à tous ces gens qui, la politique ressemblait étrangement un peu à une sorte de mafia. Voilà, c'est ce que j'ai toujours pensé un peu partout. Même pas contredit non plus par Poutine, ni même par Viktor Yushchenko ou Viktor Kouchma, qui était l'Ukraine, et l'Ukraine est le berceau de toutes ces... Parce que l'Ukraine était un royaume avant les bolcheviks. Oui. Et donc, enfin bref, on ne va pas faire d'histoire, mais c'est vrai... vous téléphonez à Poutine? Non, je téléphone à Hollande. À Hollande. Parce que j'avais le numéro, parce que ça, je connaissais toutes les... Vous savez, les gouvernements changent, les présidents changent, mais les téléphonistes restent. Le mec qui ouvre la porte de la voiture reste. Les fonctionnaires restent. Et c'était des copines. Et je lui dis, il est là, le nain? Elle me dit, pas encore, Gérard, pas encore. Je dis, est-ce que tu peux m'appeler dès qu'il est là, que je le chope, que je lui parle? Et il a fallu attendre 8 heures du soir pour que j'entende « Allô, c'était lui ». Il me dit « Oui, c'est François Hollande ». Ah, je lui dis « Quand même, ça y est, t'es sorti de ton trou ». Il parle avec ce ton un peu oui, bémol comme ça? Oui, bien sûr. Non, oui, je suis... je lui dis « T'es content de toi ?» De quoi? Oui, je dis « T'as gagné les élections ». Si Strauss-Kahn n'avait pas trempé sa bite avec toutes ces conneries, et puis en plus il s'est fait un peu baiser la gueule, mais tu serais jamais là. Je ne comprends pas. Je dis en tout cas, tu es content que ton Premier ministre me traite de minable, alors que je me barre maintenant. Heureusement, Poutine m'a donné son passeport et j'y vais. Eh bien, il m'a dit oui, non, c'est pas intelligent de te traiter de minable, parce que d'abord, je tutoie, car je l'avais connu un peu avant. Avant, quand il était... De toute façon, il a toujours été connu pour tourner ses vestes, puisque son père était... Je veux dire, était extrême droite. C'était un ami de Tixier-Villancourt, le père de Hollande. C'était de la droite. Et il a tourné sa veste quand il était à l'ENA, cette école que comment s'appelle ce nouveau président a voulu arrêter. Parce que le nouveau président, c'est autre chose. Là, c'est pareil, on en parlera après. Mais donc, il était là, tout penaud. Et je lui dis, c'est pas grave. Moi, c'est bien. En tout cas, je suis très, très heureux. Et puis, je vais voir Poutine qui m'offre un passeport, une nationalité. Et je lui dis, si tu veux, je te rends mon passeport. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pour éviter, excusez-moi, les quiproquos et les choses. C'est pas la peine. Oh, merde. C'est les Américains, ça. Oui. Mais voilà, donc... Voilà, alors, justement, parlons-en, cette histoire. Oui. Moi, je suis journaliste, je dois poser des questions pertinentes. Oui. Vos rapports avec les journalistes n'ont pas toujours été très... J'aime pas les journalistes. Voilà, vous n'aimez pas les journalistes. De toute manière, eux, ils vous aiment. Écoutez, Edgar Faure, qui était à la 4e République, après, il a travaillé à la 5e République. Un homme bien. Les gens lui ont dit, vous êtes une girouette. Il a dit, c'est pas la girouette qui tourne, c'est les vents qui ont changé. Vous avez été un fervent supporter du président Mitterrand. Pas fervent supporter. Et puis, pour le second septennat, je me souviens de cet article, à la une de Libé, je crois, où vous dites Mitterrand ou jamais. Oui, mais c'est pas fervent supporter. Et après, on vous trouve auprès de Sarko. Non, mais au Chirac, par exemple, Chirac m'a téléphoné un jour, parce qu'à l'intermédiaire de Claude Chirac et tout, il était maire de Paris, et il était dans le... Mais attends, je vais éteindre ça. Et il me dit, Gérard, j'ai besoin de te voir. Et je lui dis, ben oui, j'arrive. Et j'avais rendez-vous justement avec... François Mitterrand. Et je vais à l'Élysée, j'étais avec mon ami Gérard Bourgoin. Il me fait chier ce téléphone, c'est pas grave. Et j'arrive dans le bureau de François Mitterrand, je vois la secrétaire, et je vois Pierre Péan, qui ressemblait à Bernard Tapie, que je ne pouvais pas voir. Je dis, merde, il est là, l'autre, le Bernard Tapie. Et c'était pas Bernard Tapie, c'était Pierre Péan, qui était un homme sympathique, qui est mort, paix à son âme. Oui.
C'est un vrai journaliste d'investigation qui a écrit des belles choses et qui a démontré beaucoup de choses dont on s'aperçoit aujourd'hui, mais qu'on tait. On tait parce que ça ferait trop de vagues, trop de choses. Et ça, c'est là où on peut se méfier des politiques. Et c'est partout dans le monde, hein, sauf avec Castro. Qu'est-ce que j'ai pas entendu avec Castro? Je suis resté 17 ans avec Fidel. 17 Fidèle ans, à fidèle. Fidèle à fidèle. C'était un homme extraordinaire. Bon, enfin bref. Alors, c'était quoi, tu disais, la lecture sur le... Non, C'est pas du jour avec Chirac, il m'appelle, là, et il me dit, Gérard, j'ai un problème, je ne sais pas m'exprimer à la télévision, je suis très maladroit, il va y avoir bientôt les présidentielles, j'ai des chances, et je voudrais que tu me dises ce qu'il faut faire à la télévision. C'était Claude Chirac qui l'avait donné, dans son bureau de la mairie de Paris. Ben, je lui ai dit, mais Jacques, il n'y a rien à faire, je ne peux pas te donner des conseils, mais en tout cas, il y a une chose ce que tu viens de dire. Si tu le dis devant la télévision au moment où tu as ce blocage, dis, voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'ai un gros problème, c'est que je me sens très maladroit quand je m'exprime à la télévision. Tout m'embrouille. Et donc, je vous demanderai de m'excuser. Si tu leur dis ça, tu peux être sûr que les paroles viendront tout simplement. Et bon, puis après, on reste en contact. Et après, je m'en vais chez Fidel. Et je lui envoie un télégramme 3 semaines avant les élections. Je lui envoie une espèce de chose, une note que j'avais écrite manuscrite. Et je lui dis, voilà mon cher Jacques, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis l'expression, que ton oral soit parfait. Je suis en train de te faire, je fais une lettre au prochain président de la République, Gérard. Et donc, il est donc... D'accord. Voilà. Jacques Après, Chirac j'ai vu... est dans la cour des grands, avec Clémenceau, avec Jaurès, avec Léon Blum, avec De Gaulle, que vous n'appréciez pas particulièrement, mais aussi avec Mitterrand. Mais pour Sarkozy, c'est un peu différent. Non, Sarkozy il n'est pas dans ce club fermé des grands présidents français. Mais il n'est peut-être pas dans ce club fermé. Je vous ai dit encore une fois que la politique ne m'intéressait pas. Surtout, vous l'avez soutenu il n'y a ardemment. pas... Non, si tu connais Sarkozy, je soutiens souvent des gens qu'on déteste ou sur lesquels il peut y avoir des polémiques. Car que celui qui n'a jamais péché, lui jette... vous êtes toujours de son côté. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça, c'est des choses qui restent un peu comme dans toutes les religions. Il y a des choses qui sont très belles. On n'a pas ce qu'on mérite. On a ce à quoi on ressemble. Toutes les merdes qui t'arrivent, c'est simplement un retour des merdes que tu as faites. Et donc, il y a tout ça. La politique ne m'a jamais intéressé, c'est l'humain qui m'intéresse. Et quand l'humain a besoin, ben, je donne, mais je ne vais pas juger. Donc avec Poutine, vous ne parlez jamais politique? Si, lui, il parle de géopolitique. De géopolitique. Mais il y a pas uniquement avec Poutine, hein, avec d'autres grands présidents. Non, mais des grands présidents. Vous avez des rencontres comme ça? Non, mais des grands présidents et des grands hommes qui ont... Ils n'ont pas besoin... tout ça, vous avez des retraites ensemble. Bien sûr, ils n'ont pas besoin d'être, comment dire, au président. Je préfère presque parler à ceux qui font les présidents que les présidents. Comme Poutine, par exemple, fait beaucoup d'hommes d'État. Le Medvedev, par exemple, c'est comme ça, parce que après 70 années de communisme, 70 années de mensonges, quand Khrouchtchev donne la Crimée en 1953, après la mort de Staline, et que donne la Crimée parce que c'est un Ukrainien, c'est l'exécuteur des basses œuvres de M. Staline. Tout le monde chie sur Staline. Mais il faut voir d'où vient Staline, de Géorgie, élevé chez les catholiques. Il a fait... Bon, et puis c'est vrai que quand on est dans un ordre totalitaire, que ce soit communisme ou nazi, bah qu'est-ce qui génère ça? C'est la peur. Parce que l'homme est capable de n'importe quoi. Et donc on suit pour enlever la peur. Oui, donc Poutine, pour vous, il a fait un sauvetage de son pays. Il a remis le pendule à l'heure de la Grande Russie.
Certains disent qu'il y a le vieux rêve de Ivan le Terrible, de Pierre le Grand, qui veut réincarner la Sainte Russie. Les Russes sont d'un patriotisme particulièrement ardent et exemplaire même. Donc vous admirez en Poutine cela. Oui, mais je ne pense pas que Ivan Grozny. Ivan Grozny, il était prisonnier des boyards, pas des boyards, des Chouïski, Kniaz Chouïski, des princes Chouïski, qui étaient parce que les Romanov sont venus bien après Ivan Grozny. Et il était comme ça, en otage. C'est un peu comme on a pris en otage des rois, tiens, l'ayatollah Khomeini. Neuf le château. Voilà, Neuf le château qui était là, avec ses barbus, en train de. Et puis là, cette espèce de grande mec. D'ailleurs, on dirait presque un croque-mort, le Giscard d'Estaing, qui, je dois dire, maintenant écrit des livres qui sont intéressants, intelligents. Quand il était au pouvoir, il a simplement demandé il a donné sa liberté, remis l'ayatollah Khomeini là-bas en Iran, en essayant de supprimer les dettes du Shah d'Iran. Bon, c'était déjà, tout ça était... Alors, ça, c'est la politique. On ne connaît pas les enjeux. Et après, le diable s'est installé. Après, on a eu que des merdes. Parce que l'islam, il n'y a pas... J'ai pas vu dans le Coran du prophète, j'ai pas vu de charia. J'ai pas vu, j'ai vu des choses. Malek Sebel qui m'a initié, de même que. Oui, ce Malek Sebel qui est mort très jeune. 62 ans, il n'y a pas longtemps. Marc-Alain Waknin, qui fait Dieu ou l'art de la pêche à la ligne, ou toute la société juive, le Talmud, la Kabbale, la Torah, des choses de la Torah, qui sont des livres religieux comme la Bible, que je n'arrive pas bien à lire. Mais tout ça, c'est une espèce de mélange de tout qui me fait que le plus important, c'est de vivre et d'aimer. Et puis surtout, ne pas se mêler de politique, car c'est de la merde. Et quand je suis avec Poutine, ou même avec Ramzan Kadyrov, dont on dit le plus grand mal, son islam est un islam laïque. Si Poutine ne donnait pas tant d'argent par an, ben, il n'y aurait pas de paix. On a vu ce que c'était que c'est des guerriers. De la Tchétchénie, en passant par le Daghestan, en passant par l'Ouzbékistan, qui était Kadyrov, en passant par le Tadjikistan, tous les stans, c'est des guerriers. Ouais. On n'y peut rien. Et ce sont des musulmans laïcs. Moi, j'ai vu des hommes de Ramzan Kadyrov. J'ai vu même Kadyrov aller dans la montagne, il était filmé, chercher un Edelweiss pour l'anniversaire de sa femme. Et j'ai vu, et c'est quand même étrange, mais c'était très beau. Mais il n'y a pas, le laïc, il n'y a pas de politique chez ces gens-là. Les barbus ne sont pas là, les fanatiques ne sont pas là. Il faut dire que ce qui est fanatique, tout fanatisme, c'est de la bêtise, parce que ça fonctionne sur la peur. Comme ce Hitler, ils étaient tous défoncés. Alors, pour revenir un peu à l'art, après cette jeunesse où vous avez eu la chance, comme vous dites, de ne pas avoir été à l'école, vous intégrez quand même le théâtre. C'est un acte volontaire. Non. C'est un acte volontaire, c'est pour la parole. J'avais perdu la parole. Je travaille avec Jean-Laurent Cochet qui me fait travailler, qui me dit... D'abord, j'avais fait une espèce de chose, parce que je lui avais menti. Je lui ai dit, oui, j'ai déjà fait du théâtre, oui, tout ça. Et il me dit, tu vas travailler Pyrrhus. Je le regarde, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, ce mec-là? Oui, Pyrrhus, oui, d'accord. Je pensais que c'était un chien. Don César de Bazan, qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Et je travaillais Ruy Blas, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et après, heureusement, j'étais avec des gens qui connaissaient. Et il m'a dit, mais non, c'est Racine, Hugo, Corneille, le Cid, puis Jules Laforgue, Rimbaud, Verlaine, et surtout Victor Hugo. C'est vrai que le monologue de Ruy Blas, ou même dans Salluste, c'est extraordinaire. Dedans. Et donc j'ai appris ça, et avec Tomatis, qui m'a débloqué cette parole, et qui a développé une mémoire naturelle, parce qu'on a plein de micros dans le corps, là, et puis c'est venu comme ça. Donc je ne m'écoutais pas, je vivais. Et j'avais la chance de ne pas suivre des directions que
que Les certains directions professeurs... d'acteurs, par exemple. Oui, mais non, ça, j'ai toujours chié dessus, les méthodes Stanislavski. J'ai reçu le prix Stanislavski, mais j'ai dit, ça sert à quoi? Et C'est rien du après, tout. très jeune aussi, moi j'étais très jeune, j'ai vu par exemple Barocco, j'ai vu Novecento avec Bernardo Bertolucci, Olmo, le personnage de avec Robert De Niro. Oui. Et c'est un film immense qui m'a marqué particulièrement. Oui, parce que c'était encore le cinéma. Donc, et après, c'est Jean-Luc Godard, Michel Truffaut, Alain René, Bertrand Blier. C'est le grand nom du cinéma français et international. Oui, mais Qui vous ont très tôt quand même adopté. Vous avez eu des rôles quand même non, assez importants. c'est surtout l'époque où le cinéma, et c'était pas du tout manipulé par la télévision, comme par exemple en Inde avec Saint-Sagittray. Là, ils font 900 films par an à l'époque. Hein, je parle de ça il y a 30 ans. Mais c'est des films qui racontent il y a 1200 castes qui racontent les castes, les Parsis, la plus haute, ceux qui se font pas enterrer, ou même sur le Gange, ni même brûler, ils sont sur des tours du silence, où les oiseaux, ils se font becqueter. Alors, donc ça, ils racontent ces choses-là. De même que dans toutes ces Bollywood, c'était ça, c'était du sirupeux comme dans ce qu'on appelle des soupes sentimentales brésiliennes, turques. Il y a tout ça. On faisait 900 000 films par an parce que puis en plus le cinéma coûtait même pas une roupie. On allait au cinéma. Et le cinéma était différent. Donc le cinéma européen, le cinéma américain était très bon dans les années 30. Après quand tous les Allemands ont fui, c'est Lubitsch. Tiens, regarde le box-office de tous les cinéastes américains. T'as pas beaucoup d'Américains dedans. T'as beaucoup de Juifs qui ont fui. Eric Vollstraem, par exemple, les rapaces. Mais avec Griffith avant et tout ça avant. Oui, mais tout. Mais alors, en France, il y avait l'Italie qui avait quand même une espèce de culture et un cinéma extraordinaire. Il y avait une culture politique, puisque l'Italie est toute nouvelle. Elle a été faite par Garibaldi dans les années 1870, alors que nous, on était en pleine guerre. Et puis, c'est tout. Donc, il y a chaque région, parce que l'Italie a été regroupée, comme Mao Tse-tung a regroupé la Chine avec le mandarin. Et l'Italie, bon, ils avaient leur dialecte, mais il y avait les bases latines. Vous avez été aussi particulièrement imbu par le cinéma italien. Vous avez travaillé avec Bertolucci, qui a 33 ans a produit ce grand film. Mais avec Ettore Scola, avec Francesco Rosi, avec Fellini, Francesco Rosi. Pasolini, vous avez côtoyé Pasolini. Oui, bien sûr, on a joué au foot avec Pasolini, et puis c'était quand même quelqu'un, c'est un grand poète, là, il ressort ses livres de poésie, c'est extraordinaire. Mais Pasolini. Mais il y avait aussi Mario Monicelli, tu avais toute la comédie à l'italienne. J'ai fait un film de Mario Monicelli, il avait 95 ans, alors qu'il avait toute sa tête, et il n'en pouvait plus. Parce que tu sais, quand on vieillit, on a toute sa tête et ces choses. Et il s'est jeté, il était dans un hôpital, il s'est jeté du 5e étage. Il faut quand même avoir un sacré cran pour faire ça. Bonicelli était un cinéaste énorme. Amici Miei, et puis la comédie. Rosi, tout ça. Voilà. Ouais. Alors, et puis il y a la consécration internationale. Vous êtes l'un des premiers Français à avoir été reconnu de cette manière. Vous êtes peut-être après Louis de Funès, l'acteur français qui a été le plus regardé dans des films, le plus succès. Vous le détrônerez peut-être bientôt, d'après certains critiques, certains papiers. Et là, on a le Masque de Fer, on a 1492, on a des films de dimension internationale. Vous avez reçu 2 Césars, je crois. Oui, ça ne sais pas, mais de toute façon, on s'en fout. Donc, tout à coup, c'est un petit génie qui ressort. Les gens ne vous attendaient pas, qui avaient fait des écoles de direction d'acteurs, qui avaient fait... Et vous sortez avec toute cette histoire-là, où il y a du mysticisme, de la magie, un peu le chemin des voyous, disons, entre guillemets, pour émerger, mais en même temps, pour être un grand classique, en même temps. Parce que Cyrano de Bergerac, quand même, est un texte très, très, très puissant. Ben, c'était alexandrin, mais sublime. Et c'est après Obélix, il y a Obélix. Ah bah oui, Obélix, c'est l'histoire de France, Obélix. Les Gaulois,
C'est l'histoire de Version Obélix, Astérix. Obélix, Astérix. Ah etc. oui, voilà, oui. Et oui, vous avez oui, fait oui. 3 ou 4 fois Obélix. 4, Quatre. oui, 4, oui. Et puis après, vous quittez la France, donc c'est Obélix qui quitte la France. C'est C'est Obélix. une partie de la Gaule qui s'en va. Oui, bah ça, je laisse aux journalistes le soin d'expliquer les choses. Je laisse, parce que de toute façon, moi, je n'écoute rien, je ne les vois pas. Je vois le monde. Je suis intéressé par le monde et les gens qui me touchent. Qu'importe ce qu'on dit d'eux, moi, je sais ce que j'entends d'eux. Oui, mais vous touchez le monde, vous produisez du vignoble, vous avez Oui, des oui, chevaux, oui, monsieur. vous êtes en Haute-Savoie, vous avez des fermes, des choses. Vous avez fait un tas de choses. Hein, vous êtes pêcheur, vous êtes chasseur, Oui. vous faites des randonnées. C'est pour un peu compenser cette jeunesse qui n'a pas été austère, mais qui a été enfin une jeunesse. Non, non, c'est pour de vivre. vivre. Je n'ai pas eu de jeunesse austère, j'ai une jeunesse Oui. libre. Et je continue d'être libre. Je ne veux appartenir à personne, ni à aucune société. Je voyage et je suis le baladin du monde occidental ou le pèlerin russe. Exactement. Je suis rempli des choses que je vois, des gens que je rencontre. Mais jamais je ne juge. Je n'ai pas envie de juger. Oui, C'est-à-dire jamais que vous dès, ne jugez. dès que D'accord. je sens quelqu'un qui est dangereux, hop, je me mets sur le trottoir d'en face. Je ne vais pas affronter un con. D'accord, vous ne jugez pas, mais par exemple, disons, vous avez travaillé avec des grands, nous en avons cité beaucoup, Ridley Scott aussi. Hein. Oui. Alors, si on vous demande de juger quels sont parmi les grands, le Panthéon pour vous, pour les réalisateurs, par exemple. Mais ça dépend. Alain René, Godard. Non, Alain René, Truffaut, j'aime pas. non. Godard, je m'en fous. Truffaut, oui. Truffaut, oui, il y a François parce Truffaut. il est romanesque et puis il aime les femmes. Parce que Ridley c'est Scott. l'homme qui est fait. Ridley Scott, c'est extraordinaire, Ridley Scott. C'est un garçon qui a été élevé par son père qui était militaire à la cravache. Malheureusement, il ne s'est pas revenu du suicide de son frère Alan Scott. Et puis, je connais bien Ridley Scott, y compris sa mère qui avait 103 ans, qui les tapait à la baguette aux militaires. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça, c'est d'avoir eu la chance de les côtoyer, de faire ensemble un film avec la même énergie. L'énergie, c'est plus que le talent. L'énergie, c'est un mélange d'amour et de réflexion et d'enthousiasme et d'élan vers les choses. On n'a pas besoin d'être intelligent pour avoir une énergie. Vous ne semblez pas être un homme religieux, mais vous avez un sens de la spiritualité très poussé, un sens du sacré très poussé. Oui, du À la sacré. limite, vous êtes un mystique. Le sacré n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est un chemin de vie dont on a besoin qu'on l'appelle Dieu, ou je sais pas, mais là, moi j'adore les arbres. Quand je vois des arbres, certains arbres, je vois une force dedans. Les Védas, par exemple, quand ils s'entourent, qui embrassent un arbre dont on ne fait même pas le tour, résonnent avec l'arbre et le chant. C'est un peu Alors, les Peggy chants disait tout commence en mystique, tout finit en politique. C'est un peu votre devise, là aussi. Non, je déteste la politique, je t'ai dit. Voilà, tout finit en politique. Je ne veux pas de politique, j'aime pas la politique. La politique, c'est essayer de s'expliquer Mais vous aimez les comment gens politiques. voler les choses, comment voler le mieux, mais on ne vole pas, c'est pour le pays. Non, c'est de la merde. Mais effectivement, que le mystique ou l'esprit ou la vie, l'air qu'on respire, entendre les oiseaux chanter, là, qui se font le petit briefing de la journée parce que le soleil se couche, parce qu'il y a des lois naturelles qu'on est obligé de respecter. C'est où là, où Dieu ou quelqu'un d'autre nous parle. En tout cas, si on ne laisse pas cette porte ouverte, si un jour un gamin me demande où habite Dieu, je dis là, il habite Dieu, habite là où tu le laisses rentrer. Et c'est tout. Votre fils, on l'a vu avec vous dans un film Tous les matins du monde. Oui. Il était brillant dans ce film particulièrement. Tous les aussi. matins du monde, puis il y a d'autres films qu'on a fait ensemble, Aime ton père, mais Guillaume avait été gêné. Vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui était un chaud lapin dans la famille, mais vous aimez les femmes. Ben, oui, bien sûr, j'aime les femmes, mais et puis bon, je n'ai pas, comment dire. Alors les bains de mer, les femmes, le chevaux, la fameuse citation de Goncourt, vous, Oui. c'est Non, les chevaux, les femmes, la poésie. c'est non, quoi mais j'aime les femmes, je n'aime pas pour faire des conquêtes. J'aime les femmes parce qu'il faut, il y a des choses qui s'épuisent.
Et puis c'est vrai, mais j'aime les enfants, j'aime la liberté. Je n'aime pas être inconscient dans je n'aime pas profiter de ces femmes. J'ai toujours reconnu les enfants que j'ai faits, je ne me suis pas caché. Même si ça pose des problèmes, même s'il y a des jalousies, des choses, je dis écoutez, laissez tomber ça, je suis là quand vous avez besoin de moi, il n'y a aucun problème. Et pour les enfants sont très bien élevés. Guillaume a souffert beaucoup, et puis bon, c'était son destin, c'est son mektoub, comme il le dit, parce que lui aussi était un grand spirituel. Et puis voilà. Alors, il y a la mystique, il y a cette quête spirituelle, peut-être un parcours initiatique, mais vous êtes aussi un citoyen du monde. Vous bourlinguez beaucoup. Hein. Pardon. Un citoyen du monde. Vous voyagez beaucoup. Une Oui. fois vous êtes au Liban, au Chouf, une fois vous Oui. êtes en Tunisie, là vous êtes en Russie, Oui. après on vous trouve Mais je à voyage, Piémont et tout non, ça. parce Oui. que je voyage parce que j'apporte quelque chose avec moi. Là, je voyage avec Barbara. Barbara est une femme avec laquelle j'ai fait un opéra qui s'appelait Lily Passion. Barbara était une femme très exigeante, extrêmement rigoureuse, qui a été abusée par son père, juive, qui était juive et abusée, qui a souffert du nazisme. Elle se cachait L'Aigle Noir. dans les France. France. Non, l'aigle noir, c'est le viol. Non, Oui, c'est le viol. Voilà. Oui, Non, l'enfance, Oui. c'est aussi tout ça. Donc, c'est dans le récital que j'espère donner là à Tamanrasset. Et pourquoi pas à Carthage, parce que Carthage, c'est la ville aussi où Saint-Augustin a découvert le théâtre. Et puis, toute cette vie comme ça, qui faisait partie du spectacle. Et il était surpris, le théâtre me ravissait, mais je ne comprenais pas pourquoi rit-on du mal, malheur des autres. du malheur des autres. C'est vrai que ce qui fait rire, c'est dans l'oreille des hardis, ou même quand on glisse sur une peau de banane, comme les films d'Harold Lloyd ou de Buster Keaton. On demandait à Buster Keaton, par exemple, pourquoi ne riez-vous jamais dans vos films? Et Keaton a répondu, parce que je pense à ce que je fais. Donc c'était un peu intellectuel, mais c'est vrai que quand on voit Chaplin, par exemple, tous les films que Chaplin a fait, c'est sur le malheur des autres. Il a fait un film sur la famine, sur les temps modernes, tout ça. tout oui, ça. bien sûr. Et puis, Les gosses abandonnés. et oui. puis le Hitler, Oui. là c'est hallucinant. Et c'est vrai que le cinéma est un porteur qui est un peu complètement bousillé maintenant par ces séries de Netflix, ces plateformes qui tuent tout parce que ça vient d'Internet. Et je pense qu'Internet est encore 10 fois plus dangereux, puisqu'on peut élire des présidents. On a élu Obama avec Internet. Il y a eu des courses, ils ont élu Donald Trump avec Internet, avec Cambridge Analytica. Monsieur, et tout le monde en profite, ils savent. Donc on crée des profils, on fait des choses. J'espère que pour votre prochain ou prochaine, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir une femme dans un pays. Qu'en Tunisie, il y a une femme Mais bien présidente. entendu, j'ai bien vu une femme présidente en Éthiopie, qui est pourtant là où on a trouvé Lucie, c'est une australopithèque, ce n'est pas un homidé. Lucie, c'est Et là, oui, c'est 3 millions. l'ancêtre des êtres humains, en fait. Non, C'est c'est un homidé. Oui. Les êtres humains sont venus il y a 300 000 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient doués. Après, les êtres humains, c'était pas que des cueilleurs-chasseurs, et ils sont tout à coup chassés vraiment, et ils ont pris des outils. Après, après, il y a eu un langage. Après, il y a eu une écriture. Après, il y a eu les premiers langages, c'est des chants. Et puis, il y a eu l'écriture crucéiforme, les Sémuriens. Après, il y a eu cette fameuse histoire de Jérusalem, qui était une source. Il y a eu le fameux, faut dire, Simon Sebag Montefiore. Bon, on a toute l'histoire et qui est fascinante. La biographie de Jérusalem. Et après, enfin, il y a eu mais c'est tellement intéressant, l'histoire, que on peut dire beaucoup de conneries, mais l'histoire, on la respire. Alors maintenant, vous souhaitez voilà. que la Tunisie ait une présidente femme, Je à pense l'instar que- d'Éthiopie. Oui, mais en Éthiopie, il y en a une qui est là déjà. Vous parlez en général ou bien vous parlez en ayant un regard sur l'actualité en Tunisie actuellement? Bah, il y a un petit regard aussi, une chose. Ah, merde! Ah ben tiens, c'est la présidente. Non, non, mais non. Je trouve que dans un pays où il y a un islam politique qui nous vient de l'autre, le Khomeini, et pourtant Dieu sait si l'Iran est intelligent, si l'Iran a un savoir-vivre,
je trouve que ce serait bien d'avoir une femme comme à la tête d'un pays. Vous avez un pays de 11 millions d'habitants, mais beaucoup de Tunisiens partout. Oui. Un pays d'une grande histoire. Grande histoire. Et puis cette femme, elle m'a l'air, j'ai entendu deux, trois choses, elle est très pointue en étant intelligente. Mais elle est plus intelligente, en tout cas, que les islamistes politiques. Point. Certains pourraient vous accuser d'interférer dans les affaires intérieures tunisiennes, mais vous... Moi, interférer, pas du tout. Tu me demandes ce que je pense, je te dis oui. Voilà. Je pense que là, il serait très bien. Interférer, je ne veux pas interférer. Non, qu'ils se démerdent. Mais c'est vrai que j'adore les femmes. Et c'est sûr que bon, quand l'autre, Ségolène Royal, s'est présentée, elle n'avait pas de chance, puisqu'elle a eu 4 enfants avec l'autre, le Hollande. Bon, mais je pense qu'une femme qui a 41 ans... Bon, on ne sait pas, mais c'est vrai que vu les caricaturistes, comment il a caricaturé, elle ne l'a pas changé. Au moins, on change à un moment. Non, là, on ne change pas les rayures du zèbre. C'est elle, c'est elle. Mais je pense que cette femme, une femme, il y a quand même... D'abord, une femme, c'est une mère aussi. Je veux dire, une femme naît mère, un homme devient père. Alors, donc, bon, il y a quand même une chose qui est exceptionnelle. D'ailleurs, dans l'ashram de Sri Aurobindo, par exemple, en Inde, ben c'est la mère des compagnons du Tour de France. Oui. C'est aussi une femme, parce qu'il y a quelque chose qui porte. Hein, et l'homme, bon, il peut être... Puis les marines de guerre avaient soutenu aussi les... Non, alors, pour revenir à vous, vous êtes maintenant, vous êtes une famille d'acteurs, disons. Oui. Vous êtes très attaché aussi à la famille, à la femme et tout. Mais en même temps, les gens sont un peu étonnés. Vous avez subi, il y a près de 20 ans, un triple pontage coronarien. 5. Mais vous avez eu beaucoup d'accidents avec votre moto. 5 pontages coronariens, bien sûr. Et puis... Beaucoup d'accidents, et les gens se demandent, c'est presque suicidaire. Vous aimez la moto, oui, d'accord, mais... J'aime tout, je bois. Vous avez eu beaucoup il m'est arrivé... Non, oui, parce que... Une fois, vous jouiez dans un film, d'ailleurs. Je m'endors sur la moto, oui. Je m'endors parce que j'étais fatigué pendant une semaine. Des fois, je suis ivre-mort. Des fois, je ne sais pas, bon, j'ai eu 17 accidents. J'ai les genoux qui me font un peu mal, mais ma foi, ça va, j'ai 70 ans, 71 bientôt. Bon, je vais pas... Attends, je me dis 71 ans, j'espère... En 2020, en 2030, j'aurai 81 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut foutre à 81 ans. Si j'ai la tête est bonne, c'est bon, mais autrement, je ne vais pas m'amuser. Je sais que c'est des questions... En tout cas, vous ne roulerez plus à moto. Si, ben enfin, bien sûr que si. Qu'est-ce que tu veux te faire chier derrière des voitures, d'autres voitures? T'es un mouton. Tu peux avoir la plus belle des voitures, la plus rapide, t'es toujours derrière un con. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. En Tunisie, vous êtes très populaire, populaire. Les gens vous aiment beaucoup, différentes couches sociales et tout. On a pris une photo ensemble, je l'ai postée, et puis les gens me disent, tiens, il y a un verre d'eau devant lui, c'est étrange, c'est étonnant. Un bateau? Un verre d'eau. Ben oui, les gens sont étonnés. Mais pourquoi? Parce qu'il faut être complètement con. Pour vous, c'est une tragédie que de boire de l'eau. C'est-à-dire que vous aimez le vin aussi, particulièrement. Mais bien sûr, j'en fais du vin aussi. Mais j'aime pas les modes. Là, pour le moment, les vins que j'en vois, pour moi, ils ont trop de... Ils sont récoltés à trop de maturité, et ça donne des vins qui sont des extraits de choses. Moi, j'aime des vins tranquilles, des vins de belote, des vins où on discute, des vins qui ne nous entêtent pas, des vins où on peut travailler, des vins qui ont un goût qui sentent la cave, des fûts, des choses. J'aime pas le vin... j'aime pas ces vins modernes. J'aime pas la mode. Voilà. Ouais. Alors, on va finir cette interview. L'année prochaine, il y aura le congrès mondial de la francophonie en Tunisie. Est-ce que vous avez un programme pour ça? Vous aimez particulièrement la Tunisie, c'est un pays arabe, berbère, sud-méditerranéen, nord-africain, mais aussi qui est un pays francophone. Oui, oui, bien sûr. Vous avez un programme particulièrement? J'ai un ami en Tunisie qui a des enfants aussi qui font beaucoup d'art. Cet ami est un homme extraordinairement respectable et qui connaît la vie et qui connaît l'histoire aussi. Et donc, je vais proposer effectivement d'aller à Carthage pour essayer de dire... ah tiens, Saint-Augustin à Carthage, encore une fois. On pourrait dire un peu de Saint-Augustin, mais pas que Saint-Augustin. Oui. Un peu l'histoire de cette civilisation au moment où Saint-Augustin existait, où il n'y avait pas encore l'islam, puisque
l'islam est venu il est né en 570, c'était 610, mais un islam pas avec les 8 à 9 000 versets. Lui, il y avait 1256 et puis un certain nombre de sourates, mais il n'empêche que même dans ce qui était dicté et non pas écrit, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, mais bon, il y a quand même, un peu comme le Christ, il y a des apôtres, Oui, des c'est pas plutôt révélé, alors que oui, mais c'est... l'autre, c'est Et donc, inspiré, essayer de voir, voilà, ça veut dire quoi? Enfin, de voir, c'est une idée de con, mais enfin bref, ça fait partie de cette espèce de menace que donnent un peu les nazis et les cons. Voilà, c'est beaucoup d'ignorance. Et donc, mais de mélanger aussi les juifs, les chrétiens, l'islam et la vie. Pourquoi pas les païens aussi, bien sûr. Parce qu'il y a Mais le d'autres- paganisme est très intéressant, mais le paganisme, sans le paganisme, il n'y aurait jamais toutes ces autres croyances. Ouais. Et c'est ce qui est de la force de André Mandouze et d'Umberto Eco. Bienvenue en Tunisie, d'autant plus que vous semblez très heureux. Vous marchez pieds nus à Mamet, vous Je sentez marche souvent l'air. à pieds nus, oui. Non, mais faut marcher sur des choses belles. Merci à vous, ça a été un honneur pour moi Merci. de vous interviewer. Vous êtes une légende. Mais non. Vous êtes aussi un homme en chair et en os et en même temps une légende. Merci à toi. Merci, cher ami. Allez, merci. Au revoir. Et bravo pour ton pays.